Le Moyen-Orient est l'une des grandes régions stratégiques de l'économie monde. Toutes les puissances planétaires y concentrent des intérêts et des troupes pour y veiller. Les principaux acteurs régionaux sont en concurrence féroce dans absolument tous les domaines. De fait, tout litige, tout conflit incarné régulièrement dans les questions communautaires et religieuses se retrouve imbriqué dans des enjeux qui dépassent les questions locales. Les tentatives de pacification entre les différentes bourgeoisies de la région ont été torpillées par leurs franges les plus extrêmes et bellicistes. Les massacres du 7 octobre 2023 marquent le début de l'engrenage militaire. En Israël, l'État mène une politique d'apartheid et de colonisation des territoires palestiniens. La branche la plus dure de la droite sioniste aux commandes du pays a décidé de profiter de la situation pour radicaliser la politique coloniale et tenter de détruire sur le long terme les capacités d'initiative militaire de ses ennemis. Ils assument sans sourciller les conséquences du carnage où la distinction civile-militaire n'a plus cours et parviennent à imposer, par la politique du fait accompli, cette stratégie à ses alliés, à commencer par les États-Unis où les partisans de la ligne dure disposent de nombreux relais. En Iran, le régime islamiste est affaibli par un profond rejet de sa population dans la continuité du soulèvement de 2022, ainsi que par les conséquences des sanctions économiques et les échecs de sa politique diplomatico-militaire. Pris à son propre jeu, le régime n'a d'autre option que la fuite en avant dans son affrontement avec Israël. Les populations de Palestine et du Liban se trouvent prises en étau et pour cible entre les groupes politico-militaires et l'armée israélienne couverte par les forces occidentales. Les potentialités d'engrenage et d'extension du conflit sont de plus en plus élevées. Les dynamiques empruntées par chacun des acteurs en présence semblent y conduire tout droit. Salut à tous, vous êtes bien sur Radio 2049 pour ce deuxième épisode de La guerre et son refus. Si la dernière fois, nous avions lu un texte du groupe anarchiste ukrainien Assembly parlant des désertions massives en cours sur le front là-bas, nous nous tournons aujourd'hui vers le conflit au Moyen-Orient qui fait rage en ce moment même. Pour cela, je suis en compagnie du photographe Martin Barzilay, auteur de Refusnik, publié aux éditions Libertalia. Un livre qui regroupe une cinquantaine d'entretiens d'Israéliens qui refusent pour des raisons diverses de servir dans l'armée. Martin, tu passes régulièrement depuis 20 ans rencontrer des individus et des organisations qui, du côté israélien et palestinien, s'opposent au cours des choses. Tu vas pouvoir éclaircir certains points qui nourrissent un débat qui en ce moment est complètement fermé, que cela soit dans les médias mainstream ou dans les milieux de gauche plus ou moins radicaux. Dans cette émission, on essaye de voir comment se dessine la nouvelle guerre globale. Un des aspects qui nous intéresse particulièrement, c'est la façon dont les populations vivent les conflits et les formes d'opposition qui en émergent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la société israélienne et à son rapport à la guerre. Toi, Martin, tu as rencontré un certain nombre de protagonistes qui sont dans des formes de résistance contre la guerre. Sans être exhaustif, est-ce que tu peux nous parler un peu du travail que tu as fait autour de ça ? Donc, le travail que j'ai fait a commencé en 2008. J'ai commencé par rencontrer des jeunes qui voulaient pas faire leur service militaire en Israël. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens plus âgés qui avaient refusé, par exemple, de faire la guerre en 1982, la guerre du Liban, la guerre contre le Liban depuis Israël. J'ai rencontré aussi des gens qui ont refusé de faire leur réserve. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Israël, pour les hommes, c'est 3 ans de service militaire, c'est 2 ans pour les femmes. Et on est censé ensuite, pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à 40 ans, je crois, faire 2 mois de service de réserve par an. Donc j'ai aussi rencontré des gens qui avaient fait leur service militaire, mais qui, au bout d'un moment, avaient refusé de faire leur réserve. Donc, faut dire qu'évidemment, ce pays-là est en guerre depuis très très longtemps. Alors, je ne sais pas si le mot guerre est bien adapté, hein, parce que c'est un peu, on pourrait parler peut-être de guerre asymétrique. Les gens que j'ai rencontrés il y a plusieurs profils, hein. Il y a des gens qui prennent conscience très jeunes qu'il y a un truc qui ne va pas, pour diverses raisons. Ils peuvent par exemple prendre conscience parce qu'ils rencontrent des
des personnes qui leur expliquent des trucs et ça les interroge et ils vont fouiller plus loin et effectivement, ils ont plus envie ensuite de faire leur service militaire. Ils peuvent aussi prendre conscience par eux-mêmes, aujourd'hui en particulier, parce qu'en 2008, c'était un peu différent, mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, juste par Internet, ont accès à des informations qui ne sont pas, on va dire, mainstream en Israël. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Israël, surtout depuis le 7 octobre, les médias sont tenus et, par exemple, on ne voit pas d'image de Gaza pratiquement. Après, il y a, dans les gens que j'ai interviewés, il y a des gens aussi qui refusent de faire leur service militaire, plus pour des raisons presque économiques. La paye des soldats en Israël, elle est très basse. Et il y a beaucoup de gens qui font leur service militaire dans la journée et qui, le soir, au lieu d'aller se reposer dans leur caserne ou chez eux, travaillent dans des bars. Ça, c'est un truc qui est assez courant, en fait. Et selon la situation économique de chacun, c'est pas forcément faisable d'arriver à vivre même comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs profils. En ce qui concerne, on va dire, un peu plus ce qui vous intéresse, vous, c'est-à-dire plus quelque chose de l'ordre de la résistance. Moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé ce travail, donc il y a longtemps, en 2008, c'est que j'avais en face de moi des jeunes de 16-17 ans, en fait, qui avaient décidé qu'à 18 ans, ils allaient passer du temps en prison. Ça, c'était juste pour dire non à un système donc, dans lequel, finalement, dans la société israélienne, le service militaire, c'est pratiquement constitutif de la citoyenneté israélienne. C'est quelque chose qui en fait partie. Et donc, c'est quelque chose de très fort de dire non, j'irai pas. Et c'est d'autant plus fort que si on se retrouve en prison, c'est qu'on a dit très clairement qu'on était contre l'occupation, qu'on était contre la politique d'apartheid que menait ce pays. Et donc, c'est aussi une façon de rendre public leur refus. C'est-à-dire qu'à part ça, il y a ce qu'eux appellent des refus gris, entre guillemets. C'est des refus, en fait, on va voir comme en France à l'époque où il y avait le service militaire, il y avait pas mal de façons de se faire exempter, comme par exemple d'aller voir un psychiatre et de dire qu'on avait des problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est plus des refus gris, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie d'y aller, peut-être pour les mêmes raisons que ceux qui refusent officiellement. Et eux, donc ceux qui refusent officiellement, se font les porte-voix finalement d'une certaine jeunesse qui voit clair dans le jeu du gouvernement israélien, si j'ose dire, qui voit que en fait, c'est pas ça la solution. Ce qui est assez intéressant, c'est que de la même façon que parfois ici, on peut avoir tendance, quand on s'oppose au système capitaliste, à vouloir promouvoir des actes de résistance violence. Un pays aussi militarisé qu'Israël, bien souvent, la résistance, elle se caractérise aussi par donc des idées pacifistes, anti-guerre, mais du coup aussi par une stratégie plutôt non violente. Donc ça, c'est aussi intéressant comment c'est la situation d'un pays, la culture globale, militariste et guerrière d'un pays peut influencer aussi la façon de voir la résistance à ce système. Ce qui caractérise ces jeunes qui refusent globalement aujourd'hui, enfin quand je dis ces jeunes, c'est pas forcément ces jeunes puisque j'ai aussi interviewé des plus âgés, mais ce qui caractérise finalement, c'est cette volonté de dire non, non, j'irai pas en Cisjordanie, j'irai pas à Gaza, je veux pas faire partie de toute cette machine, même si on m'envoie pas là-bas, je veux pas faire partie de toute cette machine qui est une machine oppressive et qui apporte plus de problèmes qu'elle n'en résout. Après, il y a un éventail en fait assez large au niveau opinion. C'est-à-dire que ça va de la personne qui est 100% pacifiste jusqu'à des gens des gens politisés qui ont tout un discours assez élaboré, qui peut être à tendance plutôt libertaire ou plutôt marxisante.
Voilà. Et donc, ça reste une minorité, bien sûr, dans ce pays. Mais c'est, à mon avis, important d'en parler parce que, vu l'ambiance actuelle, on aurait tendance peut-être à essentialiser les personnes, alors que, voilà, c'est logique, hein. On a un pays gouverné par je ne sais même pas comment les qualifier, des personnages néfastes, très néfastes. Forcément, les gens qui habitent dans ce pays ne sont pas tous comme ça, évidemment, et ne sont pas forcément d'accord avec la politique de leur pays. Ce qui m'est venu comme question aussi, c'était si tu pouvais développer un peu sur le côté, du côté palestinien, ce qui existait comme positionnement sur la question du conflit avec Israël, et s'il y avait des différences entre Gaza et la Cisjordanie aussi. Alors bon, mon travail, ce travail-là, en tout cas, il est vraiment centré sur les Israéliens. Euh, L'opinion, je connais moins bien la Palestine, même si je connais un peu, puisque j'ai passé un peu de temps à Jérusalem-Est. Euh, Ce que je pense, c'est que disons, depuis les années 90, des deux côtés, en fait, les fondamentalismes ont gagné du terrain. Les religieux. Donc, moi, j'ai envie de dire des deux côtés, un peu, enfin voilà, hein, c'est l'aliénation par, par le non rationnel et aussi la hiérarchie, hein. Bon, ben, c'est une partie qui a quand même gagné du terrain, oui, évidemment en Israël avec des fondamentalistes religieux, mais aussi en Palestine. Et il reste aussi en Palestine des gens de gauche qui sont en fait ceux qui ont des positions qui sont, disons, un peu proches de ces gens qui refusent en Israël. Euh, bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, ben, on sait que je crois que les élections ont été gagnées par le Hamas en 2016, si je ne me trompe pas. Ils ont réprimé de façon assez importante des manifestations qui allaient à leur encontre. Donc ça, ils ont fait des trucs vraiment, vraiment pas jolis, hein, le Hamas au pouvoir, contre leur propre population. Euh, En Cisjordanie, ils ont aussi gagné du terrain, mais c'est quand même le Fatah qui reste au pouvoir, qui donc reporte des élections pour différentes raisons depuis des années et des années. Et puis, il y a une opposition, comme je disais, de gauche, hein, qui, euh, qui est là, qui existe. Il faut savoir qu'il y a un prisonnier politique palestinien qui, d'après mes amis là-bas, gagnerait haut la main les élections s'il était libéré. Il se trouve qu'il est proche du Parti communiste euh, qui est, euh, qui est à la fois palestinien et israélien. Donc voilà, donc la situation du côté palestinien. Bon, le Fatah a cette réputation. Moi, là, ce que je vous dis, je pense, c'est pas forcément très très intéressant parce que c'est des généralités qu'on peut entendre ailleurs et je suis pas forcément super calé hein, pour parler de tout ça. Mais bon, voilà, le Fatah a sa réputation d'avoir été bien corrompu, d'avoir collaboré avec les autorités israéliennes. Et de l'autre côté, le Hamas, bon voilà, on en parlait, ils ont voilà, réprimé au sein de leur propre population des manifs, etc. Donc c'est pas non plus la joie. Dans ta première intervention, tu as parlé des individus et des différentes raisons qui les poussent à refuser le service militaire. Et du coup, est-ce qu'il existe des formes d'organisation, qu'elles soient formelles ou informelles, qui s'opposent au service militaire? Et est-ce qu'il existe aussi des organisations où est-ce qu'il y a des individus qui vont un peu plus loin que ça et est-ce qu'il y a des formes en gros d'action contre la guerre et l'occupation quelconque? Alors il y a eu depuis longtemps une organisation qui s'appelle New Profile,
qui était une organisation qui, en fait, aidait les gens à trouver des solutions adaptées à leur propre situation par rapport au service militaire, mais qui était une organisation un petit peu modérée, au sens où elle ne voulait pas, disons, faire en sorte que les gens refusent aussi frontalement le... Enfin, elle ne voulait pas être à l'origine de ça parce que c'était interdit de promouvoir le refus en Israël. Donc, ils ne voulaient pas avoir de problème. Ça, c'était jusque dans les années 2015, un truc comme ça. Depuis, je pense, 2015, 2010, un truc comme ça, je ne sais plus les dates exactes, il y a une organisation qui s'appelle Mazervot qui soutient les gens qui refusent et qui vont en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opposition radicale en Israël, elle est assez minoritaire et que donc ces mêmes personnes qui vont en prison pour ne pas faire leur service militaire sont soutenues par d'autres gens et elles-mêmes, enfin voilà, donc il y a des groupes comme ça et ce qui se fait beaucoup en fait comme acte de résistance qui va au-delà de juste pas faire le service militaire et juste d'aller en prison, ce qui est déjà quand même quelque chose d'important parce que ça mobilise les médias finalement. Quoi un Israélien de bonne famille, bourgeois et tout, refuse de faire l'armée? C'est quoi cette histoire? Et donc les médias en parlent. Donc déjà, en fait, du coup, ça leur donne une voix. Et c'est aussi pour ça qu'ils le font. À part ça, à part cette position-là, ce que font ces gens, c'est par exemple aller en Cisjordanie, parce que autant c'est pratiquement impossible, à part si on bosse pour une ONG occidentale, d'aller à Gaza, autant c'est possible pour les Israéliens d'aller en Cisjordanie. Donc, ces gens-là, ce qu'ils font beaucoup, c'est aller en Cisjordanie et faire des... comment dire ils appellent ça comment ils appellent ça déjà? En fait, ils accompagnent, par exemple, des bergers. Et en fait, quelque part, ils font, c'est pas ce qu'ils utilisent eux comme mot, mais quelque part, ils font bouclier humain. C'est-à-dire, s'il y a des Israéliens avec le berger palestinien, il a moins de chances de se faire taper, il a moins de chances de se prendre une balle. Donc, ils font beaucoup ça, ce qui met leur vie en danger, en fait, ce qui paraît peu, mais qui finalement est assez important. Alors, on en parle assez peu. On parle parce que, en fait, c'est des gens qui... En fait, leur but, c'est pas eux de se mettre en avant. Leur but, c'est qu'on parle de la situation des Palestiniens. Mais de fait, voilà, ils s'interposent, ils filment les exactions des colons et de l'armée, ce qui leur vaut parfois de se faire arrêter. Alors évidemment, si eux se font arrêter, c'est beaucoup moins grave que si un Palestinien se fait arrêter. Voilà, ça c'est le genre de choses qui sont faites. Et puis, il y a le cas aussi des déserteurs. Mais alors, les déserteurs, en fait, c'est un pays qui est très petit. Donc, si on déserte et qu'on reste dans le pays, on peut faire profil bas et ne pas faire l'armée pendant très longtemps. Mais on ne peut pas passer son permis de conduire. On ne peut pas faire un certain type de travail, on ne peut pas travailler dans la sécurité, il y a plein de choses dans lesquelles on ne peut pas travailler. Donc, mais par exemple, si on a une petite exploitation agricole, on peut se démerder pour ne pas faire son service. Mais ce n'est pas forcément très politique, en fait. Là, le positionnement le plus politique, c'est vraiment ceux qui vont en prison. Qui, disons, disent publiquement « je vais en prison parce que je refuse... la politique de mon pays, en fait, envers les Palestiniens. הצצתי את צידון בין פטריות עשן באור ראשון יכולתי גם לחזור בתוך ארון כל יום הצצתי את צידון כל יום הצצתי את ביירות
את ביירות. יצאתי חי, יכולתי גם למות. כל יום הפצצתי את ביירות. בלחיצה קלה גמרנו על אנשים שלא הכרנו. הרגנו בטח כמה בטעות. יצאתי חי, יכולתי גם למות. כל יום הפצצתי את ביירות. עכשיו אני יושב פה על הבר. אני לא כוכב, אני לא טיפוס מוכר. רק סתם אחד שבכל חלום צולל ישר אל תוך הגיהנום. בלחיצה קלה גמרנו על אנשים שלא הכרנו. הרגנו בטח כמה בטעות. יצאתי חי, יכולתי גם למות. ולא הבנתי אז שזו סתם שטות. כל יום הפצצתי את ביירות. Du coup, on voulait se poser la question aussi, qu'est-ce que ça a eu comme impact le 7 octobre? Qu'est-ce que ça a changé dans la société, autant pour les gens que pour le discours de l'État, etc. Et à la suite de ça, le lancement des opérations à Gaza et au Liban, comment c'est perçu? Comment les gens sentent ça? Quelle ambiance ça donne dans le pays, tant pour la population en général d'ailleurs que pour les militants, etc. Alors bon, la dernière fois que j'y étais, c'était en juillet, donc il n'y avait pas eu encore les attaques sur le Liban, hein, à ce moment-là. Bon, j'étais en contact depuis quand même, mais en ce qui concerne les attaques sur le Liban, ça a fait remonter Netanyahou dans les sondages, parce qu'en fait, depuis le 7 octobre, le Hezbollah n'a pas arrêté de bombarder en fait le nord d'Israël, ce qui a fait qu'il y a toute la population qui habite au nord d'Israël qui a dû se déplacer. Il y a une bonne partie de la population qui est dans des hôtels à droite à gauche. Donc l'attaque sur le Liban a été vécue comme un soulagement par une bonne partie de la population, si j'ai bien compris, dans le sens on va pouvoir enfin retourner chez nous. Donc ça c'est bon, voilà, ça c'est l'aspect un peu, j'ai envie de dire, négatif. Mais sinon, si on revient un peu plus en arrière et qu'on parle du 7 octobre, le 7 octobre c'est une déflagration à plusieurs niveaux. Bon, c'est au niveau évidemment pour les Israéliens, c'est un choc important au niveau personnel, parce que c'est un petit pays, hein, il y a 7 millions d'habitants, donc peut-être un peu plus maintenant. Mais c'est pratiquement impossible de ne pas connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été blessé, kidnappé ou tué le 7 octobre. Donc pour les Israéliens, c'est un choc brutal au niveau personnel. Au niveau politique, voilà, ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a plusieurs conséquences. Donc il y a la peur individuelle pour ses proches. Il y a la peur pour ce qui va se passer ensuite à Gaza. Hein, le jour du 7 octobre, les gens se disent quelle horreur, ce qui vient de se passer, et se disent aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer à Gaza, ça va être horrible. Et en plus, voilà, c'est la situation où en fait une majorité d'Israéliens veulent aller à Gaza massacrer les Palestiniens. Donc l'esprit de vengeance. Donc ça, pour le monde militant, c'est une horreur. C'est d'autant plus une horreur que du côté palestinien, beaucoup de Palestiniens, évidemment pas tous, hein, mais beaucoup de Palestiniens pensent que le 7 octobre est une chose positive, puisque c'est la rupture du statu quo et que c'est ce qu'il fallait.
Et puis, dans l'esprit de certains Palestiniens, c'est la cause palestinienne a gagné une bataille. Donc, il y a aussi au sein de collectifs qui travaillent ensemble, c'est-à-dire où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui travaillent ensemble, des ruptures fortes, euh, des gens qui quittent, beaucoup de gens qui quittent ces organisations à cause du 7 octobre. Euh, Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la, les médias israéliens ne diffusent absolument pas euh, toute l'information. C'est une véritable institution de propagande. Et donc, il y a vraiment un manque de connaissance de ce qui se passe euh, avant le 7 octobre, bien évidemment, mais surtout depuis le 7 octobre, qui est tellement flagrant. Et même, j'ai envie de dire, d'après ce que j'ai compris, des deux côtés. Euh, donc ça aussi, ça creuse le fossé, en fait, vers une solution, disons, de paix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, au niveau militant, évidemment, c'est devenu de plus en plus compliqué et de plus en plus dangereux d'aller en Cisjordanie faire le bouclier humain. Il y a eu, donc en Cisjordanie, dans un village qui s'appelle Beta, euh, où il y a eu des manifestations hebdomadaires depuis de nombreuses années pour protester contre l'installation d'une colonie en face du village. Il y a une militante américano-turque qui s'est fait abattre par l'armée israélienne. Bon, il faut quand même préciser que dans ce village, lors de ces nombreuses manifestations depuis des années, il y avait eu 17 Palestiniens tués. Donc il n'y a rien de nouveau hein, là-dedans. Mais voilà, c'est devenu de plus en plus compliqué en fait pour eux, pour les militants israéliens, de soutenir les Palestiniens, de lutter contre les colons en fait. Oui, moi j'avais une dernière question, c'est que avant le 7 octobre, il y avait un gros mouvement social en Israël. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire deux mots bon, et ça serait intéressant aussi de voir où est-ce que ça en est aujourd'hui. Et un autre point, c'est que il y avait des travailleurs palestiniens en Israël et après le 7 octobre, ils ont été arrêtés et expulsés avec l'interdiction de revenir. Est-ce que ça a suscité des réactions? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Je pense aux collègues ou quoi. Bon, alors, je pense que déjà, les organisations syndicales israéliennes n'incluent pas, ou alors de façon, enfin, tu vois, je pense pas qu'il y ait des organisations, il doit y avoir très peu d'organisations syndicales où il y a à la fois des Palestiniens et des Israéliens. Déjà, d'une part, parce que, évidemment, les Palestiniens font les boulots les plus pourris et que, il y a, voilà, il y a quand même, enfin, voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Israéliens qui côtoient des Palestiniens. En général, euh, c'est très différencié, hein, c'est très séparé, ces deux sociétés, même si, en fait, c'est assez étrange parce que ils se croisent dans la rue tout le temps. Euh, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a à la fois une complexité de la situation là-bas qui n'est pas forcément toujours comprise ici, et à la fois, euh, comment dire, c'est pas si compliqué en fait, hein. Il y a les Palestiniens qui sont des citoyens d'Israël, qui vivent, il y en a beaucoup par exemple dans la ville d'Haïfa, mais il y en a partout, hein. Il y en a dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv, il y en a, voilà, il y en a partout. Ils ont un statut particulier, puisque un peu privilégié par rapport à ceux qui vivent dans les territoires à Gaza ou en Cisjordanie, puisque voilà, ils ont un passeport israélien, mais bon, il y a quand même marqué leur religion dessus, donc c'est discriminatoire hein, de toute façon. Et puis, il y a les Palestiniens qui vivent à Gaza et il y a les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Il vaut mieux vivre en Cisjordanie, je pense, qu'à Gaza, surtout en ce moment, évidemment. Gaza, euh, ils ont laissé depuis quelques années, jusqu'au 7 octobre, sortir à peu près 20 000 travailleurs pour qui travaillent en Israël. Euh, et en Cisjordanie, il y a aussi
des laissez-passer qui sont délivrés au compte-gouttes pour que les gens puissent venir travailler en Israël. On travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus lucratif de travailler en Israël que de travailler en Cisjordanie ou à Gaza, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour la situation des travailleurs palestiniens. En ce qui concerne le mouvement social qu'il y a eu avant le 7 octobre, c'est un mouvement social vraiment purement israélien, je pense. Enfin, en tout cas, oui, je pense. Qui était. Alors, il faut voir ce que c'est, hein, les mouvements sociaux israéliens. Hein, c'est pas comme en France. Hein. C'est une fois par semaine, 2 heures de grève. Et puis, c'est une certaine catégorie sociale qui va faire grève. Alors, effectivement, il y a les services publics, c'est une fois tous les je sais pas combien. Là, il y a, bon, donc il y a eu effectivement des rassemblements très importants contre le gouvernement de Netanyahou, qui rassemblait aussi bien des gens modérés, entre guillemets, pour ne pas dire du centre droit, jusqu'à l'extrême gauche. Le centre droit qui était contre le fait de ce changement de régime politique qui impliquait la mise au pas de la Cour suprême, ce qui veut dire en fait plus de séparation des pouvoirs et donc de fait une sorte de dictature. Et puis dans le même rassemblement, il y avait le Radical Bloc, ou le Anti-Occupation Bloc, qui s'escrimait, j'ai envie de dire, à expliquer aux autres que si on était en train de leur enlever une partie de leur démocratie, c'est parce qu'avant, il y avait un déni de démocratie pour les Palestiniens et que donc c'était une logique globale et que donc il fallait arrêter d'occuper la Cisjordanie, arrêter d'assiéger le Gaza pour qu'on puisse avoir un régime meilleur pour tout le monde. Et si on parlait de démocratie, il fallait une démocratie pour tout le monde. Donc, effectivement, ce mouvement, il a été vraiment... Ce qui était intéressant quand j'y étais en mai 2023, c'est que le mouvement était vraiment en train de grandir, en particulier au niveau du bloc radical, du bloc anti-occupation. Et puis, donc ça, c'était en mai. Bon, il y a les vacances un peu, etc. Et arrive le 7 octobre et tout ce mouvement-là est foutu en l'air. Maintenant, depuis le 7 octobre, petit à petit, il y a à nouveau une contestation qui s'est constituée en Israël, en particulier pour la libération des otages de Gaza. Donc, pour pousser le gouvernement à négocier pour que les otages soient libérés. Donc, il y a plusieurs paramètres là-dedans, parce que les familles des otages ne veulent pas passer pour des horribles gauchistes, parce qu'ils ont peur que, du coup, le gouvernement d'extrême droite n'en ait rien à foutre d'eux et ne négocie rien du tout pour la libération des otages. Ça, c'est un des paramètres. Un autre paramètre, c'est que dans ces manifestations, il y a des gens radicaux qui réclament un cessez-le-feu total et de façon à négocier le retour des otages et aussi une paix durable à Gaza. Il y a une quinzaine de jours, je dirais, des affrontements un peu violents à Tel Aviv, ce qui est exceptionnel en Israël, entre police et manifestants, où en fait les manifestants, pas pour la première fois, mais quand même c'est assez rare, ont bloqué l'équivalent, enfin en fait j'allais dire l'équivalent du périph', mais c'est pas exactement le périph', c'est plus une autoroute qui vraiment dessert tout le pays. C'est un pays qui est donc allongé du nord au sud, et il y a une autoroute qui passe par la ville de Tel Aviv, et les manifestants ont bloqué cette route avec des branchages auxquels ils ont mis le feu. La police est venue avec des chevaux, avec des canons à eau. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui se passent, dans lesquelles en fait il y a des opinions presque divergentes qui se retrouvent. Aussi bien des gens qui sont contre l'occupation, contre l'apartheid, et des gens qui sont juste pour la libération des otages et qui même peuvent avoir des discours du genre on récupère les otages et après on y retourne. Donc voilà, donc un peu c'est un peu une situation assez difficile à
appréhendé avec la grille de lecture sociale française, j'ai envie de dire, parce que la société israélienne est quand même, dans son ensemble, en particulier la contestation contre Netanyahou, c'est une contestation pas prolétarienne, c'est une contestation de classe moyenne, voire même de bourgeoise au niveau social. Parce que, en fait, comme ça arrive dans quelques pays occidentaux, finalement, l'extrême droite, malheureusement, elle est actuellement là-bas soutenue par des gens qui sont les classes les plus défavorisées. Après, il y a un paramètre qui est important, c'est la religiosité. En France, malgré tout, on ne vit pas dans un pays où la religion a du poids. Donc, quand on peut, si on voit les choses de loin, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre texte, il y a des intérêts géostratégiques. Après, si on commence à regarder un peu plus au microscope ce qui se passe, les gens pauvres, ils ont été pauvres depuis très longtemps. Les travaillistes qui ont été au pouvoir en Israël de 48 pratiquement à la moitié des années 90, n'ont pas réussi à diminuer ou n'ont pas voulu d'ailleurs, à diminuer les différences sociales. Ce qui fait qu'à un moment donné, les fondamentalistes religieux sont jetés sur l'occasion et ont réussi à créer un réseau d'entraide, etc., qui a fait adhérer à leur cause toute une partie de la population la plus pauvre chez les juifs israéliens. Donc là, en fait, ces protestations, elles sont pas uniquement, elles sont quand même pas mal, disons, soutenues et comment. Enfin, c'est pas les plus pauvres qui sont les protestations antigouvernementales, paradoxalement. Tel que les choses se présentent là-bas, il est difficile, si ce n'est impossible, d'entrevoir autre chose que l'affrontement. La communauté, par le prisme religieux, national ou autre, est une des formes structurantes des interactions capitalistes. Régulièrement, la défense des intérêts de ces différentes communautés rentre en contradiction, en confrontation avec ceux des autres communautés qui composent les sociétés humaines. Ce paradigme, on le retrouve partout dans le monde, dans des conflits de différentes intensités, que ce soit dans son quartier ou entre les États. Comme toutes les organisations sociales, les communautés ont leur histoire, leurs récits et leurs fantasmes. L'utopie sioniste et la question nationale palestinienne sont en confrontation depuis un siècle. L'État israélien a pris l'avantage depuis longtemps. Plus on avance, plus les antagonismes se renforcent et se complexifient. Comme toujours, toute action entraîne nécessairement des réactions. Plus on avance, et plus le problème paraît insoluble. Si l'on pousse un peu plus loin les termes d'un tel conflit, l'écrasement total, voire l'extermination de l'autre, apparaît comme la seule garantie d'apporter à l'un des camps une victoire durable, et cela semble devenir un choix tout à fait rationnel pour eux. Dans cette logique, les positions les plus extrémistes tiennent le devant de la scène et peuvent apparaître comme les forces les plus à même de mener le combat. Mais dans cette fièvre mortifère, de quel combat parle-t-on ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Et pour quelle finalité ? Car le cadre dans lequel l'affrontement est habituellement présenté est souvent caricatural et efface les enjeux multiples et complexes de la situation. L'effort de compréhension est souvent balayé par les directions qui forcent le choix d'un camp interclassiste. Il y a la défense d'Israël, que ce soit à travers les diverses formes du sionisme qui a émergé au milieu des pogroms dans la Russie tsariste pour aboutir après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah à la création de l'État d'Israël, vu hier comme aujourd'hui comme un sanctuaire à même de protéger les populations juives. Pas mal de religieux voient dans la construction d'Israël une mission messianique censée restaurer le royaume biblique de David.
soutenu dans ce projet par les évangélistes du monde entier, pour qui cet événement correspondrait à l'apocalypse qu'ils attendent impatiemment. Ces derniers font partie des principaux soutiens extérieurs à la ligne dure. La plupart des États soutiennent quant à eux le gouvernement israélien dans sa politique par pur opportunisme, en suivant le jeu d'alliance incarné aujourd'hui par l'axe de la démocratie, États-Unis en tête. Il y a aussi bien sûr la défense des Palestiniens, vivant soit dans une prison à ciel ouvert que chaque jour le sang, les larmes et les destructions transforment en cimetière, soit sur un territoire occupé où la population subit une politique de ségrégation de plus en plus radicale. La lutte de la population locale est perçue au niveau international comme le dernier fer de lance d'une lutte de libération nationale anticoloniale. Cela fait des années que les organisations de gauche locales, aux positions parfois discutables, se sont écroulées au profit des partis promoteurs de l'islam politique. Certains, piégés dans de faux débats confusionnistes, confondent la révolte face au massacre d'une population et le soutien à une direction antisémite, pour qui la destruction d'Israël passe par la destruction de ses habitants. Ce soutien, qui se veut anti-impérialiste, se traduit de plus en plus par un soutien affiché non seulement au Hamas, mais aussi au Hezbollah et à l'État iranien, comme axe de la résistance anti-américaine. Il faut bien comprendre que tout cela structure les relations sociales. Il ne s'agit pas que d'opinion, mais de réalité matérielle. La société tout entière est organisée sur cette guerre permanente depuis plusieurs générations. Les directions sont au niveau du speed de conflit, froides, insensibles, prêtes à sacrifier une partie de la population. Autre que la classe dirigeante, personne n'a son mot à dire, et c'est les mêmes directions qui sont prêtes à éliminer les formes de contestation. En cela, défendre un projet national, prendre parti pour la victoire d'un des camps, revient à confier son soutien ou son action aux ambitions de leur direction. C'est ce que montrent de façon on ne peut plus claire les objectifs affichés par les deux camps opposés dans la guerre en cours. D'un côté comme de l'autre, le gouvernement Netanyahou, comme le Hamas, ne propose plus d'autre solution qu'un déchaînement de violence contre la population présentée comme ennemie. Pour les uns, comme pour les autres, c'est l'un de ce qu'ils appellent peuple, israélien ou palestinien, qui est de trop sur le territoire et doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'actuellement un seul des deux camps semble en position de massacrer la population adverse ne change pas le fond de l'affaire. Dans cette configuration, la voie de la paix apparaît bien loin de l'histoire qui est en train de s'écrire. Une paix immédiate ne résoudrait pas le paradigme qui a conduit à l'affrontement. Au mieux, cela rétablirait un statu quo en attendant la prochaine déflagration. La paix, et même l'existence d'un État palestinien, ne changerait rien au fait que le capital israélien, en tant que centre régional de l'accumulation capitaliste, continuerait à exploiter sa périphérie. D'autre part, tout nous montre à l'heure actuelle que la tendance est, des deux côtés, à l'approfondissement et à la généralisation de l'affrontement. De plus, le conflit israélo-palestinien peut prendre l'ampleur d'une guerre qui embraserait tout le Moyen-Orient, catalysant à un niveau local des antagonismes régionaux et mondiaux dans une période de tension croissante entre puissances capitalistes. En guise de conclusion, c'est important de se projeter vers les potentialités qu'ouvre la lutte des classes aux quatre coins du monde. Car seul un séisme social mondial d'une grande amplitude serait capable de transformer la guerre entre États en guerre contre tous les États. Quand on regarde la situation globale, on voit la corrélation entre l'extension des conflits armés entraînant les populations entières vers la mort et la multiplication des soulèvements où la classe se met en mouvement contre le futur mortifère du capitalisme. Voilà un nœud théorique et pratique que le prolétariat doit s'atteler à démêler. La révolution sociale ou la guerre capitaliste. C'est la seule porte de sortie qui nous permettrait d'échapper à l'engrenage destructeur du capitalisme qui broie aujourd'hui l'humanité tout entière. Voilà une boussole pour ne pas perdre la tête quand nous sommes submergés par ces massacres qui tendent à l'extermination. Pour ne pas se jeter impuissants dans les bras de nos pires ennemis. Soyons attentifs là où les populations résistent et multiplions les contacts, les partages de récits et les analyses avec les déserteurs, les mutins, les insurgés. Rejoignons localement
là où il y a des rapports de force contre la bourgeoisie, ces vendeurs de mort. Soyons partout où il est refusé l'état normal des choses et où naîtra l'auto-organisation du prolétariat capable de mettre en pratique la défaite de toutes les nations en abolissant les classes, les États, l'exploitation. À bientôt sur Radio 2049.